Monsieur Touré Moussa, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes spécialiste des questions ivoiriennes, votre pays. Monsieur Moussa, la France et le Nigeria ont déjà déposé un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont l'intention de demander au Conseil de renforcer l'embargo sur les armes lourdes en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, où, selon le représentant de la France aux Nations Unies, le pays est au bord de la guerre civile. Quelle est votre analyse sur la situation actuelle dans votre pays? Évidemment, le projet de résolution vise, au-delà d'un embargo sur les armes lourdes, qui est déjà effectif depuis, disons, 2004, il s'agit cette fois-ci, dans le cadre de de ce projet de résolution-là, de prendre la décision d'interdire l'utilisation effective des armes lourdes dans le périmètre du district d'Abidjan, armes lourdes qui, dans le cadre du conflit post-électoral, sont abondamment utilisées par le camp du président Gbagbo pour pilonner les zones urbaines. Il y a déjà eu, dans le cadre de ce pilonnage à l'arme lourde contre les populations civiles, en 2 semaines, près de 262 morts qui ont été enregistrés. Ceci dit, il est clair qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme les gens ne disent pas suffisamment, n'est pas au bord de la guerre civile. La Côte d'Ivoire est en plein dans la guerre civile. Il y a juste que l'intensité n'a pas atteint celle du Rwanda, mais la Côte d'Ivoire est déjà en plein dans une guerre civile. Imaginez un pays où 2 factions se battent sur divers fronts, aussi bien dans les provinces qu'au cœur même de la capitale. Imaginez un pays où des milliers de barrages sont posés par une frange de la population, et dans ces barrages, on procède à une épuration ethnique, le mot n'est pas trop fort, laquelle épuration se base donc sur le prénom, le nom de famille et la supposée religion donc des personnes qui sont contrôlées. En gros, les personnes musulmanes, malinquées et ressortissantes du Nord, présumées favorables à Alassane Ouattara, sont à 99% victimes des actions dans ces barrages. Résultat, Abidjan, la capitale, a perdu près de 60% de sa population qui fuit ces massacres et qui sont allés se réfugier soit dans les pays voisins, soit dans les zones tenues par les rébellions. Monsieur Moussa, il y a également une sorte d'inquiétude ou de préoccupation exprimée par les Nations Unies quant à la présence des mercenaires libériens en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez, expliquer à nos auditeurs de quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'il y a vraiment des mercenaires libériens qui agissent en Côte d'Ivoire, et s'ils sont là, pour qui ils agissent? Il est clair que les mercenaires libériens sont activement présents en Côte d'Ivoire et combattent aux côtés des forces pro-Gbagbo, notamment dans la région ouest du pays tenue par les forces nouvelles. Il se trouve que le président Laurent Gbagbo a un problème d'effectif militaire. Il utilise la majorité de ses forces pour défendre la capitale, siège du pouvoir. Et l'essentiel de l'armement se trouve donc entre les mains des militaires qui sont à Abidjan. Mais il se trouve également qu'il a besoin de contenir l'avancée des forces nouvelles, enfin de l'ex-rébellion, donc qui descend sur la capitale à partir du front ouest. Et donc pour tenir ses positions et essayer de freiner au maximum l'avancée de ses forces, il a fait venir des milliers de combattants du Libéria. On parle d'environ 3000 combattants qui ont été armés de Kalachnikov et qui sont associés là donc aux milices ethniques tribales qui sont dans cette zone de l'ethnie guérée, une ethnie qui majoritairement va voter pour le président Laurent Gbagbo. Et le fait le plus intéressant, c'est que à cette région du pays, les ethnies sont les mêmes de chaque côté de la frontière. Donc les guérés de Côte d'Ivoire se retrouvent en Côte d'Ivoire sous l'appellation du clan,
Et donc, des grands viennent aux côtés de leurs frères du Libéria pour essayer de combattre une rébellion mandingue qui est en train de descendre. Et c'est un fait assez notable parce que aujourd'hui, ce qui était une vérité qui n'était pas sur le tous est aujourd'hui paru évident, puisque le HCR vient de dénoncer le pillage de ces entrepôts par des mercenaires libériens. Et mieux, lors de la reprise d'une ville stratégique à l'ouest, qui est la ville de Toulepleu, on s'est rendu compte que des mercenaires libériens qui avaient été enrôlés par le président Laurent Gbagbo, après avoir donc perdu la bataille de Toulepleu, ont commencé à s'enfuir pour regagner leur pays, mais en emportant avec eux des armes lourdes, notamment une horde de Staline, appelée dans le jargon militaire BM-21. Une horde de Staline a été dérobée pour être conduite jusqu'en territoire libérien. Et c'est à l'issue d'une poursuite conjointe entre les éléments de l'ex-rébellion et les forces de l'ONU sur place, que cette femme a été interceptée à la frontière pour qu'elle n'entre absolument pas en territoire libérien parce que son potentiel de destruction est énorme. Donc il est clair aujourd'hui que les mercenaires libériens se battent en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas seulement que des mercenaires libériens, il y a également des mercenaires angolais. Depuis toujours, Laurent Gbagbo tient à sa disposition au palais présidentiel près de 300 soldats ou mercenaires angolais qui sont là, et l'effectif a été renforcé à l'issue de cette guerre, et on vient d'apprendre qu'il y a l'arrivée d'autres mercenaires ouest-africains. Donc l'utilisation des mercenaires est une réalité en Côte d'Ivoire par le camp Gbagbo.